tourne. Voilà, bonjour et bonsoir à vous tous. Vous êtes chez Kalonji TV, où que vous soyez, nous sommes contents de vous avoir encore cet après-midi. Nous sommes là avec notre invité spécial, c'est Charles Onana. Vous allez l'écouter et nous allons commencer notre émission qui prendra certainement une vingtaine de minutes parce qu'il n'a pas assez de temps. Tout est pressé, mais il nous a fait grâce de nous donner ce petit temps que nous avons où nous le laisserons lui parler plus parce qu'on ne pourra pas poser beaucoup de questions. Bonsoir mon frère Charles Onana. Oui, bonsoir. Content de vous voir. Oui, content moi aussi de vous voir et d'être à Kinshasa. Je sais, on a parlé une fois là-bas pour qu'on fasse par Internet, mais on n'a jamais eu l'occasion. Mais Dieu les permet au Congo démocratique. Nous sommes ensemble pour parler du grand Congo et surtout sur l'Omerta. Voilà ce qui m'attire moi. Ok, très bien. Les gens peuvent quand même connaître qui est Charles Onana, rapidement, qui vous êtes, et puis oui, on continue. Bon, disons pas grand-chose. Je suis docteur en sciences politiques, je suis écrivain, j'ai écrit beaucoup de livres sur le Congo et je suis ravi de partager aujourd'hui le résultat de mes recherches avec les Congolais, les experts congolais, parce que les vrais experts sont ici. Voilà, très bien. Parlons un peu de l'Holocauste au Congo. Vous avez un mot à dire là-dessus ? Holocauste au Congo est un livre qui a été fait après plusieurs années de recherche en consultant des archives de la Maison Blanche de l'Élysée, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour essayer d'amener les gens à comprendre pourquoi le peuple congolais est aujourd'hui massacré massivement par millions, alors qu'en fait ce peuple n'a absolument rien fait à personne. Les troupes rwandaises qui ont commencé leur incursion sur le territoire congolais dans les années 90, c'est-à-dire qu'en fait, entre 94 et 95, ne se sont jamais arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Donc, il fallait que les Congolais découvrent aussi les choses que j'ai pu découvrir dans les archives américaines, européennes et aussi les archives du Tribunal pénal international. Voilà, voilà. Bon, maintenant, quand nous parlons de l'Omerta, nous, on s'est dit qu'il y a un silence. Ben, comment oui. vous pensez aider vos frères congolais, africains? Comment vous pensez les aider pour casser ce silence-là? Alors, la première chose, c'est en publiant le livre, et je remercie également mon éditeur qui est venu m'accompagner. C'est la première fois qu'il vient en Afrique et c'était important pour lui de toucher du doigt la réalité que vit le peuple congolais, parce qu'une chose c'est connaître des choses intellectuellement, une autre chose c'est de les toucher du doigt. Et donc nous sommes venus toucher du doigt cette situation et je constate en arrivant ici que les victimes congolaises que je rencontre, le peuple congolais n'en peut plus de ces humiliations, de ces agressions incessantes, de ces millions de morts qui s'accumulent, de ces viols massifs qui se poursuivent. Et il est important de rompre le silence sur cette tragédie. Et c'est ça que j'ai voulu aussi venir faire en venant ici, c'est-à-dire pousser un cri d'alarme sur ce qui se passe au Congo pour que les intellectuels africains puissent aussi s'apercevoir que le Congo a besoin de solidarité, que le Congo a besoin d'aide et de secours en ce moment et en cette période très, très, très difficile. Voilà, très bien. Maintenant, là, rapidement, j'aimerais seulement savoir comment vous encouragerez les Congolais qui ne veulent pas le dialogue. Parce que notre temps est tellement court, je vais aller dans le sens là. Peut-être vous pouvez dire un mot, comment encourager ce peuple-là qui ne veut pas le dialogue avec Kagame? Alors, je pense que le peuple congolais est mature. S'ils ne veulent pas le dialogue, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont déjà beaucoup donné pour le dialogue. On leur a demandé, il y a un ministre congolais qui a recensé 33 accords qui ont été faits avec les différents groupes armés, avec le Rwanda. Mais on se rend compte que tous ces accords n'ont jamais été respectés. Et donc, comment, vous savez, pour pouvoir dialoguer, il faut que vous êtes deux. Si vous avez le Congo à qui on demande de dialoguer, qui veut dialoguer, mais vous avez, c'est son agresseur qui ne veut pas dialoguer puisqu'il a considéré que peut-être qu'il est plus fort que les Congolais. Je comprends que les Congolais soient lassés par ces dialogues infructueux pour dire aujourd'hui, maintenant, ça suffit, il faut qu'on nous respecte. Et je pense que les populations congolaises ont totalement raison de ne pas aller au dialogue. Et j'ajouterais, pour ceux qui veulent comprendre le comportement des Congolais, c'est que les Rwandais, dans leur propre pays, en 1993, lorsqu'ils ont signé des accords d'Arusha avec les Hutus pour partager le pouvoir entre Hutus et Tutsis, ils n'ont jamais respecté ces accords. Ils ont pris tout le pouvoir en 1994 et aujourd'hui, ils gouvernent depuis pratiquement 30 ans sans les Hutus au pouvoir. Donc, les Congolais ont déjà une expérience sur ce qui se passait passé au Rwanda. On ne va pas réitérer la même expérience au Congo.
Voilà, quel conseil vous donnez au gouvernement congolais? Vous êtes dans le sol de nos frères compatriotes congolais. Quels sont les conseils que vous donnez? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je suis en train de chronométrer pour voir combien on va finir. C'est à 39 qu'on finit, j'espère. C'est 20 minutes, non? Ne vous inquiétez pas, pour le temps, on peut parler tranquillement. Oui, allez-y. Allez-y. Non, je n'ai pas de conseils à donner au gouvernement congolais. En général, on dit la sagesse dit qu'on ne donne pas de conseils à quelqu'un qui ne vous en demande pas. Je pense par contre que le livre que j'ai mis à la disposition des Congolais, il faut aider les Congolais à avoir ce livre dans les universités, les institutions, toutes les institutions, les grandes institutions de l'enseignement supérieur qui ne sont pas en capacité d'avoir ce livre. Je ne le dis pas parce que c'est important pour moi de gagner de l'argent sur le livre. C'est pas ça. Je n'ai pas fait ce livre pour ça, mon éditeur non plus. Mais je pense que les millions de morts de Congolais que les Congolais ont aujourd'hui méritent qu'on les aide à comprendre pourquoi ils ont des millions de morts. Voilà, je comprends, mais on en profite aussi, hein, parce que de toute façon, les Congolais doivent apprendre. Oui. Les livres, il est trouvé où et combien il coûte? Mais ça fait partie des difficultés que le peuple congolais où est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Bon, il y a une librairie, une seule à Kinshasa qui a ce livre, c'est la librairie des Grands Lacs. Mais est-ce que le peuple congolais, les étudiants, les enseignants, les chercheurs doivent attendre éventuellement que le livre arrive alors que tout le monde sait qu'il y a des difficultés pour que ce livre arrive ici? Il va falloir que les autorités congolaises au plus haut niveau prennent la décision d'aider les gens à avoir ce livre, ne serait-ce que pour que ce livre, il les aide à se constituer une arme psychologique et intellectuelle pour résister à l'agression extérieure. Voilà, notre frère qui est en train de nous dire de très bonnes choses. Donc, je comprends ce qu'il dit là. Donc, la chose, elle est très facile. C'est le gouvernement congolais de s'engager à avoir beaucoup de livres que vous devez acheter chez lui. C'est un travail qui a été fait. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. C'est comme ça que moi je crois. Surtout avec la culture étrangère que nous avons. Quand quelqu'un travaille, il doit avoir la récompense. Mais que le gouvernement congolais facilite aux universitaires et mettre les bibliothèques possibles, acheter beaucoup de livres pour que tout le monde soit à la portée de cela. Mais en dehors de cela maintenant, qu'est-ce que vous encouragerez aux jeunes gens? Vous venez ici, à l'EFATIC, j'ai vu, vous avez parlé aux étudiants. Quelle est la vision que vous avez pour que le Congolais puisse s'en sortir, à dire non à cette guerre ici, à refuser de dialoguer et à comprendre que nous devons casser cette loi-là de l'omerta? Vous avez une vision, vous avez un conseil que vous voulez donner? Non, je pense que les Congolais, moi j'ai découvert que les Congolais étaient déjà avisés. Ils sont alertes, mais ils ont besoin d'un leadership qui leur donne, n'est-ce pas, cette opportunité de résister aux agressions étrangères. Je crois que les autorités congolaises doivent se rendre compte que le peuple congolais est prêt, il est prêt même à faire des sacrifices pour sa liberté, pour sa souveraineté. Il faut tout simplement que les autorités congolaises ne restent pas loin des intellectuels et des étudiants et de la société civile de manière générale. C'est ce lien qui va permettre de souder, je dirais, qui va servir de socle ou de ciment aux Congolais, qui permettra à l'adversaire et aux agresseurs de sentir que vous ne pouvez pas aller continuellement agresser les gens là-bas parce qu'ils sont prêts à résister et à faire face à vos agressions. À la communauté internationale vis-à-vis du Congo, vous avez un mot à dire? Non, la communauté internationale a affiché une très grande hypocrisie jusqu'à présent vis-à-vis du Congo. La meilleure preuve, c'est cet accord de coopération qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda, c'est-à-dire qu'on préfère soutenir les agresseurs du Congo que de respecter le peuple congolais et respecter les droits humains qui sont tant clamés par l'Union européenne. Il est totalement incompréhensible que l'Union européenne ne vienne pas défendre et faire respecter les droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais travaille plutôt avec les agresseurs et les massacreurs des Congolais. Donc, si je comprends bien, pour qu'il y ait la paix en Afrique centrale, précisément au Congo démocratique, quelle est votre idée? Quelle est votre idée? Mais la paix passe d'abord par le respect du droit. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas le droit, vous savez, il y a un principe cher à l'Union africaine, c'est le respect de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Or, quand vous violez constamment les frontières du Congo, je ne crois pas que vous respectez le droit international. Je ne crois pas quand vous venez piller les richesses du Congo sans y avoir été invité. Je ne crois pas que vous respectez le droit international. Je ne crois pas non plus que quand vous massacrez des millions de gens en République démocratique du Congo, vous respectez les droits humains. Donc il y a une série de violations des droits au Congo qui ne peut plus continuer. Et c'est pour cette raison que je pense que pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut que ceux qui occupent
le territoire congolais puisse être mis hors de ce territoire et pour que le Congo puisse vivre en paix, en sécurité, il va falloir que ceux qui agressent le Congo soient sanctionnés de la façon la plus exemplaire possible. Donc, si je comprends bien, nous devons nous battre pour nous libérer nous-mêmes. Absolument, il n'y a jamais rien sans rien. Si les Congolais ne se battent pas, ils n'auront pas de résultats. Voilà, donc ce sont les petites questions qu'on avait. Nous sommes très contents de vous avoir chez Kalonji TV. J'espère qu'on organisera une bonne émission et longue parce que nous avons lu votre livre, moi personnellement, où je devrais poser beaucoup de questions sur l'ONU, ce qui s'est passé, le plan, avec les Français impliqués, les Américains, Bill Clinton. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas vraiment vous poser maintenant. Non, mais je peux simplement vous dire que pour toutes ces personnes que vous citez, que ce soit M. Sarkozy, M. Bill Clinton, et tous ceux qui ont travaillé depuis des années contre la souveraineté du Congo, c'est-à-dire M. Sarkozy qui demande de partager les richesses avec le Rwanda, que le Congo partage ses richesses avec le Rwanda, c'est totalement absurde, c'est un concept totalement incompréhensible, puisque la France ne partage pas ses richesses avec le Portugal ou la Grèce, que je ne sais pas pourquoi ils souhaiteraient que le Congo le fasse avec le Rwanda, qui, de surcroît, agresse, viole, massacre tous les jours sur le territoire congolais. Donc, toutes ces personnes ont affiché un manque de considération et de respect pour le peuple congolais, qu'il est temps aujourd'hui pour le peuple congolais de dire non à tous ces gens et leur dire que ça suffit. Le Congo et les Congolais sont aussi des êtres humains qui méritent le respect et la considération. Bon, nous essaierons de garder contact avec vous et nous espérons que nous aurons un très bon cadre où nous allons causer, que vous soyez en Europe ou en Amérique ou ici au Congo. Nous allons vous chercher pour avoir un bon cadre. Je sais que vous êtes très gentil et que vous voulez bien aimer essayer d'acheter le livre de Charles Onana. Ça, c'est notre frère qui a parlé sur des révélations très troublantes sur le Congo démocratique. Faites l'effort d'apprendre parce que quand vous n'avez pas la connaissance, c'est très compliqué. Avez-vous un dernier mot à dire et puis nous allons vous laisser faites bien partir. de le dire parce que la guerre n'est pas seulement militaire, la guerre est intellectuelle, elle est culturelle, etc. Et je pense que ceux qui ont envie, notamment Paul Kagame, qui réclament des terres au Congo, on ne sait pas pourquoi ni comment, eh bien, qui d'un côté il réclame les terres au Congo, d'un autre côté il dit qu'il y a les FDLR, donc qui sont des Rwandais. Donc s'il y a des Rwandais au Congo, ils peuvent rentrer chez eux. Voilà, donc nous allons finir par là. De toute façon, il n'y a pas le courant, c'est comme ça au Congo, mais nous allons finir par là et nous espérons vous revoir encore très bientôt. Merci. Merci.